le cœur battant comme un tambour de guerre. Alexandre franchit les portes de l'église Notre-Dame-des-Champs d'un bond. Trempé jusqu'aux os par l'averse parisienne qui martelait les pavés de la rue d'Assas. Son meilleur ami, Julien, était là. À 2 pas de l'autel. Prêt à sceller un serment qui briserait tout entre eux, un serment qu'Alexandre ne pouvait plus tolérer. Car il l'aimait depuis des années. D'un amour qui rongeait son âme comme un feu souterrain. Et ce soir, sous les yeux de Dieu et des hommes, il allait tout avouer. Même si cela signifiait déterrer un tombeau familial scellé depuis des décennies. Les vitraux projetaient des éclats de couleurs sur les bancs bondés. Où les invités murmuraient. Surpris par l'irruption de cet homme essoufflé. Aux cheveux noirs collés par la pluie. Aux yeux verts fiévreux. Julien se tourna. Son visage, ce visage qu'Alexandre connaissait mieux que le sien, pâlit sous le voile de surprise et d'inquiétude. Émilie, sa fiancée, aux boucles châtaines encadrant un sourire figé, posa une main sur son bras. Mais Alexandre n'y prêta pas attention. Il avança, ignorant les regards. Le prêtre qui s'éclaircissait la gorge. Le murmure croissant qui enflait comme une vague. Julien. Arrête. Sa voix résonna. Rauque. Brisé. Écho d'un cri longtemps étouffé. Les invités retinrent leur souffle, une vieille tante se signa discrètement. Julien descendit de l'estrade. Son smoking impeccable contrastant avec la détresse d'Alexandre. Qu'est-ce qui t'arrive? Alex? Tu es fou? C'est mon mariage. Alexandre haleta. Les mots coincés dans sa gorge comme des épines. Il avait couru depuis Montmartre. Traversant la Seine en taxi. Le cerveau en feu. Des images défilaient, leur rire d'enfant dans les ruelles de Belleville. Leur confession nocturne sur les toits de la Sorbonne. Ce baiser volé une nuit d'été il y a 10 ans. Qu'ils avaient tous deux enterré sous des couches de déni. Julien allait épouser Émilie. Cette femme douce et ambitieuse qu'il avait rencontrée dans un café du Marais. Parce que c'était ce qu'on attendait d'eux, une vie normale. Hétéro. Conforme aux murmures de la société française. Encore imprégné de ses vieux préjugés malgré les pride parades multicolores. Je ne peux pas te laisser faire ça. Murmura Alexandre. Sa voix se brisant comme du cristal. Les larmes se mêlaient à la pluie sur ses joues. Parce que je t'aime. Pas comme un frère. Pas comme un ami. Je t'aime, Julien. Depuis toujours. Et si tu passes cette alliance? Ce sera la fin de nous. Un silence de mort s'abattit sur l'église. Émilie porta une main à sa bouche. Ses yeux bleus s'écarquillant de choc. Julien recula d'un pas. Son visage un masque de confusion. De douleur. De quelque chose de plus profond ou une reconnaissance mutuelle. Peut-être. Les invités échangeaient des regards gênés, un oncle murmura « C'est quoi ce cirque ?» mais personne n'osa bouger. Le prêtre. Un homme âgé aux lunettes cerclées d'or. Tout sauta, messieurs. Ce n'est peut-être pas le moment. Mais Alexandre ne s'arrêta pas. Les mots jaillissaient maintenant. Libéré d'un barrage qu'il avait maintenu depuis l'adolescence. Souviens-toi de cette nuit à la fête de la musique. Quand on a dansé jusqu'au lever du soleil sur les quais. Tu m'as regardé comme si j'étais le seul au monde. Et moi? J'ai fui. Parce que mon père. Il s'interrompit. Le souffle court. Son père. Le grand Pierre Moreau. L'architecte respecté qui avait reconstruit les ponts de Lyon après la guerre.
L'homme aux épaules larges et au regard d'acier qui n'avait jamais pardonné à son fils unique d'être différent. Alexandre avait 16 ans quand il avait surpris son père en train de détruire une vieille photo, deux hommes enlacés. L'un d'eux ressemblant trait pour trait à Pierre jeune. C'est rien. Fiston. Des erreurs de jeunesse. Oublie. Julien attrapa son bras. Ses doigts tremblants. Alex? Pas ici. Pas maintenant. Mais ses yeux. Ses yeux noisettes qui avaient hanté les rêves d'Alexandre. Trahissaient le tumulte intérieur. Émilie? Pâle comme un linceul. S'avança, Julien? C'est vrai? Sa voix était un fil tendu. Prête à rompre. La confession d'Alexandre n'était que le début. Dans l'ombre de cette église séculaire, un secret plus sombre remonta à la surface. Comme un cadavre gonflé par la Seine. Car Julien, cet homme qu'Alexandre aimait en secret, n'était pas seulement son meilleur ami. Il était son demi-frère. Et ce secret, enfoui par Pierre Moreau pour protéger sa réputation, allait tout faire voler en éclats. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos. Un cyclone émotionnel qui balaya les rues pavées de Paris comme une tempête atlantique. Alexandre s'était réfugié dans son petit appartement du 5e arrondissement, surplombant la Seine où les péniches glissaient paresseusement, indifférente à son cœur en miettes. Il n'avait pas dormi. Hanté par le regard de Julien, ce mélange de trahison et de tendresse qui l'avait transpercé comme une lame. Émilie avait annulé le mariage par un simple appel. Sa voix brisée au téléphone, « Je ne peux pas épouser un mensonge. » Julien. Prends le temps de comprendre. Et Julien? Il avait disparu. Son téléphone muet. Son appartement du Marais verrouillé comme une tombe. Alexandre erra dans les couloirs étroits de sa mémoire, revivant chaque instant partagé avec Julien. Ils s'étaient rencontrés à 8 ans. Dans la cour de récréation de l'école primaire de Belleville, où les cris des enfants se mêlaient aux odeurs d'épices des marchés immigrés. Julien, avec ses cheveux ébouriffés et son accent lyonnais chantant, avait défendu Alexandre contre une bande de garnements qui se moquait de son air de fille, ses yeux trop expressifs, ses gestes trop fluides pour un garçon. Laisse-le tranquille. Il est comme mon frère, avait crié Julien. Et depuis ce jour, ils étaient inséparables. Des étés à la plage de Deauville. Des hivers à patiner sur le lac gelé du bois de Boulogne. Des confessions avinées sur les terrasses de Montparnasse. Mais l'amour avait germé sournoisement, comme une fleur vénéneuse dans un jardin négligé. À 18 ans, lors d'une fête d'anniversaire arrosée de vin rouge bon marché, Julien avait posé ses lèvres sur celles d'Alexandre dans un recoin sombre du jardin des Tuileries. Un baiser fugace, chargé d'alcool et d'eux, qu'ils avaient tous deux balayé d'un rire gêné le lendemain. C'était rien. Juste les copains qui déconnaient. Pourtant, pour Alexandre, c'était tout. Il avait enfoui ce désir au plus profond de lui, se convainquant qu'il était une aberration. Un péché contre l'amitié sacrée qui les liait. Julien, de son côté, avait poursuivi des relations hétéros. Des flirts éphémères avec des étudiantes de la Sorbonne. Comme pour conjurer le démon qui les avait effleurés cette nuit-là. Maintenant, assis sur son lit défait, Alexandre feuilletait un vieil album photo jauni. Une image attira son œil, Pierre Moreau. Son père. Posant fièrement devant la tour Eiffel en 1975. Un bras autour d'un homme au trait familier aux des yeux noisettes. Un sourire timide. L'homme s'appelait Laurent Duval.
Un artiste lyonnais que Pierre avait rencontré lors de ses études d'architecture. Alexandre avait toujours su que son père cachait quelque chose, les absences prolongées. Les lettres brûlées dans la cheminée. Les silences lourds lors des dîners familiaux. Sa mère, Claire, une femme fragile aux mains d'ivoire, était morte jeune d'un cancer, emportant avec elle les réponses qu'Alexandre n'avait jamais osé demander. Un coup à la porte le tira de sa torpeur. C'était Madame Leclerc, la voisine octogénaire qui tricotait des écharpes pour les SDF du quartier. « Mon petit, tu as l'air d'un fantôme. Entre. J'ai du thé. » Alexandre la suivit dans son appartement surchauffé, empli d'odeurs de lavande et de croissants rassis. Madame Leclerc, avec sa sagesse de veuve de guerre, l'écouta déverser son âme l'amour pour Julien. L'irruption à l'église. Le poids du secret. L'amour, c'est comme la Seine. Mon garçon. Il coule. Il déborde. Et parfois il noie tout sur son passage. Mais il faut creuser. Creuser jusqu'à la source. Ces mots résonnèrent comme un appel. Le lendemain, Alexandre prit le train pour Lyon, la ville natale de son père, où les traboules sombres abritaient encore les échos d'un passé réprimé. Il se rendit à l'ancien atelier de Pierre, maintenant un musée modeste dédié à l'architecture post-guerre. Là, parmi les maquettes de ponts et les croquis jaunis, il rencontra Élise, la conservatrice, une femme d'une quarantaine d'années aux lunettes rondes et au chignon impeccable. Votre père était un génie. Mais tourmenté. Il m'a laissé des cartons avant de mourir. Des lettres. Des photos. Pour vous, Alexandre. Il disait que le moment viendrait. Les mains tremblantes, Alexandre ouvrit la première enveloppe. Une lettre datée de 1978. Rédigée d'une plume élégante, mon cher Pierre. Notre amour a été un feu de paille dans la nuit de l'oppression. Julien est notre fils, fruit de cet été volé à Saint-Tropez. Protège-le. Comme tu m'as protégé. Laurent. Le monde bascula. Julien. Son Julien. N'était pas un ami d'enfance par hasard. C'était son frère demi-frère. Né d'une passion interdite entre Pierre et Laurent. Caché pour sauver les apparences d'une France encore arc-boutée sur ses tabous homosexuels. Le choc le frappa comme un coup de poing. Alexandre s'effondra sur une chaise, les larmes coulant librement. Tout prenait sens, les similitudes physiques, les intuitions partagées. Cette connexion inexplicable qui les liait au-delà de l'amitié. Et cet amour était ce maudit. Incestueux. Ou simplement l'écho d'un lien plus profond. Forgé dans le sang et le secret, il devait trouver Julien. Lui dire la vérité ou non pour détruire. Mais pour guérir les blessures enfouies. De retour à Paris. Le soir tombait sur la tour Eiffel scintillant comme un phare dans la brume. Alexandre composa le numéro de Julien. Le cœur serré. Rendez-vous au Pont des Arts. Viens seul. J'ai quelque chose qui va tout changer. La voix de Julien, rauque d'épuisement, répondit, d'accord. Mais Alex, qu'est-ce que tu m'as fait? Ma vie est en ruine. Sous les cadenas d'amour rouillés du pont. Ils se retrouvèrent face à face. Le vent du fleuve fouettant leur visage. Julien. Les traits tirés. Les yeux rougis. Murmura, pourquoi? Alex?
Pourquoi maintenant? J'allais me marier. Construire une vie. Alexandre sortit la lettre. La tendit comme une offrande empoisonnée. Lis. Et sache que je t'aime. Non comme un amant. Mais comme un frère. Notre frère. Julien lut. Ses mains tremblant. Son visage se décomposant en une mosaïque de douleur et de révélation. Père. Laurent? Mon père était. Il s'appuya contre la rambarde. Le regard perdu dans les eaux sombres. Et nous? Toi et moi. C'était quoi? Alors? Alexandre? La gorge nouée. Répondit, de l'amour pur. Déformé par le mensonge. Mais maintenant. On peut recommencer. Pas comme amant, ça serait trop tordu, mais comme famille. La vraie famille. Les jours qui suivirent furent un lent démêlage de fils emmêlés. Julien contacta Élise à Lyon, fouillant les archives pour reconstituer l'histoire de Laurent. Cet artiste mort trop jeune d'une maladie oubliée. Qui avait fui Paris pour protéger son fils illégitime. Pierre, rongé par la culpabilité, avait veillé de loin sur Julien, finançant ses études via des fondations anonymes. Plaçant Alexandre à Belleville pour qu'ils se croisent, par hasard. Émilie, blessée mais résiliente, choisit de rester amie, organisant une thérapie de groupe pour naviguer les décombres. Pourtant, la KCH-Tine ne s'apaisa pas. Un soir, alors qu'il dînait dans un bistrot du quartier latin, un appel anonyme brisa la quiétude, si vous parlez. Les photos de Pierre et Laurent sortiront. La famille Moreau sera ruinée. Une voix déformée. Un chantage issu des ombres du passé, un cousin jaloux. Peut-être. Ou un rival d'affaires qui avait toujours soupçonné le secret. Julien et Alexandre, unis dans leur nouveau lien fraternel, décidèrent de contre-attaquer. Ils engagèrent un détective privé. Un ancien flic du 36 quai des Orfèvres nommé Raoul. Aux moustaches grisonnantes et au flair infaillible. La chasse les mena dans les bas-fonds de Lyon. À travers les traboules humides où les lumières néons clignotaient comme des yeux accusateurs. Ils découvrirent que le maître chanteur était Antoine, le frère cadet de Pierre. Un homme amer qui avait hérité de la rancune paternelle et qui, ruiné par des dettes de jeu, cherchait à extorquer l'héritage familial. Dans un entrepôt désaffecté le long de la Saône, la confrontation éclata au point nu. Cris étouffés. Vérité hurlée dans l'obscurité. Tu as volé la vie de mon frère, rugit Antoine. Son visage tordu par la haine. Julien, le cœur battant, répondit, non. On l'a libéré. Père nous aimait tous les deux. Et c'est ça qui compte. Alexandre, protégeant son frère d'un geste instinctif, ajouta, les secrets tuent. Oncle, laisse-nous vivre. La police intervint, emportant Antoine menotté. Et avec lui s'évapora la menace. Mais la révélation publique fut inévitable. Les journaux titrèrent « Le scandale Moreau, amour interdit et héritage caché ». Les ragots enflèrent dans les salons parisiens. Mais au milieu de la tempête, Alexandre et Julien trouvèrent une ancre. Lors d'une Pride à Bastille, entourés de drapeaux arc-en-ciel flottant au vent, ils marchèrent main dans la main non comme amants, mais comme frères fiers, brandissant la photo de Pierre et Laurent comme un étendard de rédemption. Émilie, guérie de son propre cœur brisé, rejoignit le cortège. Son rire résonnant comme une promesse.
Vous êtes ma famille élargie? Maintenant. Et dans cette marée humaine. Alexandre sentit pour la première fois la paix, l'amour. Sous toutes ses formes. N'était pas une malédiction. Mais un pont vers la lumière. Pourtant. Le destin réservait encore un twist. Des mois plus tard. Une lettre arrivée de Provence révéla une autre couche, Laurent avait laissé un testament. Léguant à Julien et Alexandre une maison isolée sur les collines de Gordes. Un havre où Pierre et lui avaient passé leur lune de miel secrète. Là, au milieu des lavandes mauves, ils organisèrent une cérémonie privée au nom d'un mariage. Mais un rituel de pardon. Pierre, dans l'au-delà, serait absous, leur lien sanctifié. Alexandre, assis sur la terrasse au coucher du soleil. Julien à ses côtés. Murmura, frère. On a survécu au pire. Julien sourit. Les yeux brillants, et on va vivre le meilleur. Pour eux. Pour nous. La maison de Gordes était un joyau caché. Niché comme un nid d'aigle au sommet des collines provençales. Où le Mistral chuchotait des secrets aux cyprès élancés. Alexandre et Julien y arrivèrent un matin d'automne. Le soleil couchant leurs ombres longues sur le chemin de pierre. La bâtisse, avec ses volets bleus écaillés et son toit de tuiles romaines, exhalait une mélancolie douce, imprégnée des fantômes de Pierre et Laurent. À l'intérieur, les meubles couverts de draps blancs semblaient attendre un réveil. Et une odeur de thym séché flottait dans l'air. Rappel d'étés oubliés. C'est ici qu'ils se sont aimés, dit Julien. Sa voix un filet de vent. En effleurant une photo encadrée sur la cheminée, deux hommes riant sur une terrasse. Un verre de rosé à la main. Alexandre hocha la tête. Le cœur serré par une émotion qu'il peinait à nommer un mélange de jalousie fraternelle et de gratitude infinie. Depuis la révélation. Leur relation avait muté, l'amour romantique s'était transmué en un attachement viscéral. Protecteur. Teinté d'une tendresse qui frôlait parfois l'interdit sans jamais le franchir. Il parlait tard dans la nuit. Disséquant les lettres de Laurent. Reconstruisant la chronologie d'une passion brisée par la société des années 70. Quand l'homosexualité était encore un crime en France jusqu'en 81. Émilie les rejoignit une semaine plus tard. Sa voiture cabossait cahotant sur les routes sinueuses. Elle avait quitté son job de galeriste à Paris pour un poste de conservatrice à Avignon. Cherchant un nouveau départ. Je ne pouvais pas rester dans cette ville qui pue les regrets. Confia-t-elle en déballant ses valises. Ses yeux pétillants d'une liberté nouvelle. Émilie avait toujours été le pilier. La femme pragmatique qui, blessée par la trahison de Julien, avait choisi le pardon plutôt que la rancune. Lors de leur session de thérapie avec le docteur. Moreau ironie du nom où elle avait avoué « J'aimais Julien pour sa lumière. Mais maintenant, je vois que cette lumière vient de vous deux. Vous êtes son soleil et sa lune. » Les trois amis transformèrent la maison en un sanctuaire de guérison. Alexandre, graphiste freelance, peignit les murs de fresques inspirées des croquis de Laurent, des amants enlacés sous des arches romaines. Symbole de durabilité face à l'adversité. Julien, ingénieur en énergie renouvelable, installa des panneaux solaires sur le toit. Un clin d'œil à l'énergie vitale qu'ils insufflaient à ce lieu maudit. Émilie, avec son œil artistique, organisa des expositions virtuelles des œuvres de Laurent. Récemment authentifiées. Attirant des collectionneurs de Marseille à Nice. Mais la paix fut éphémère. Un soir de pleine lune. Alors qu'il dînait sous les étoiles ratatouille maison et vin de Gigondas. Un bruit de pneus crissa dans l'allée.
Une silhouette émergea d'une berline noire, Sophie Duval. La sœur cadette de Laurent. Une femme de 55 ans aux cheveux poivre et sel et au regard acéré comme un couteau provençal. « Je suis venue pour mon neveu. » déclara-t-elle d'une voix tranchante. Ignorant les invitations polies. Sophie avait appris la vérité par les journaux et, furieuse d'avoir été tenue à l'écart, exigeait sa part du testament non pour l'argent, mais pour l'honneur familial sali. Julien, pâle sous la lumière des lanternes, se leva, tante Sophie. Entre. On va parler. La confrontation s'enflamma comme un feu de garrigue. Sophie accusa Pierre d'avoir abandonné Laurent, le laissant crever seul à 35 ans d'une pneumonie négligée par honte. Il t'a élevé en secret parce qu'il avait peur. Peur de moi. De la famille. De la France entière. Et toi, Julien, tu portes son nom comme une médaille, sans savoir le poids. Alexandre intervint. Sa voix calme mais ferme, il l'a protégé. Comme mon père nous a protégés tous les deux. C'était de l'amour. Pas de la lâcheté. Émilie, sentant la tension monter. Servi du vin, asseyez-vous. Sophie. Laurent n'aurait pas voulu de haine. Regardez ces photos. Voyez comme ils étaient heureux. Lentement, les mots se firent plus doux. Sophie pleura. Racontant des anecdotes d'enfance, Laurent chantant des airs de Brel sous la douche. Peignant des nus masculins qu'il cachait sous le lit. Il m'a fait jurer de ne rien dire. Protège Julien si je meurs, disait-il. Mais je l'ai perdu de vue quand Pierre l'a emmené. La nuit se transforma en veillée. Des histoires partagées autour du feu de cheminée crépitant. Au lever du soleil, Sophie embrassa Julien, tu es mon sang. Et toi, Alexandre? Tu es le pont entre les mondes. Elle resta une semaine, aidant à cataloguer les œuvres. Et partit avec une toile un portrait d'elle enfant. Cadeau de réconciliation. Cette visite raviva en Alexandre un feu créatif. Il commença à écrire un blog anonyme. Ombre d'amour. Où il narrait. Voilée de fiction. L'histoire de Pierre et Laurent. Les lecteurs affluèrent, des jeunes LGBTQ+ de banlieue. Des retraités hantés par leurs propres secrets. Des alliés curieux. Julien, encouragé, fit son coming out public dans une interview au Figaro, je suis bisexuel et fier de l'héritage de mes pères. L'amour n'a pas de genre, seulement du courage. Émilie, inspirée, lança une fondation pour les artistes queer marginalisés, utilisant les royalties des tableaux de Laurent. Ensemble, ils organisèrent le premier festival, Amours enfouis, à Gordes. Un événement mêlant théâtre, musique et témoignages, où des centaines vinrent honorer les histoires tues. Lors de l'ouverture, Alexandre monta sur scène. Micro en main, mon frère et moi. Nous avons déterré un secret pour le transformer en lumière. Parce que l'amour, même enterré, finit toujours par fleurir. La foule applaudit. Et dans les yeux de Julien, Alexandre vit l'éclat d'une fierté partagée. Mais au milieu des rires et des danses, un appel discret attira Julien à l'écart, une femme se présentant comme Camille. Une cousine éloignée de Laurent. Affirmant détenir des lettres inédites et un enfant illégitime de Pierre. Une sœur qu'il n'avait jamais connue. Le passé, une fois encore, refusait de reposer en paix. Camille arriva à Gordes par un après-midi pluvieux d'hiver.
Sa vieille Citroën DS brinque-ballant sur les routes glissantes comme un fantôme du passé. Elle était une femme de 45 ans. Aux traits burinés par le soleil du midi. Avec des yeux verts hérités de pierre et une chevelure rousse indomptée. « Je m'appelle Camille Laurent Dupont. » dit-elle en serrant la main de Julien. Sa poigne ferme comme celle d'un vigneron. « Et j'ai une fille qui pourrait bien être votre sœur à tous les deux. » Alexandre, qui avait préparé du café fort dans la cuisine carrelée de tomates, sentit un frisson le parcourir. La révélation de Camille était un séisme, en 1982. Lors d'une brève liaison hétéro de Pierre, un mariage de raison pour apaiser la famille après la mort de Laurent. Il avait conçu une enfant avec une amie d'enfance, Marie, qu'il avait élevée seule à Aix-en-Provence. Marie était morte d'un AVC 2 ans plus tôt, laissant à Camille, sa nièce adoptive, le soin de révéler la vérité. La petite, Élise, avait 40 ans maintenant. Une professeure de littérature à Montpellier. Ignorant tout de son père biologique. Julien pâlit. Ses doigts crispés sur sa tasse, une sœur? Encore? Père. Il collectionnait les secrets comme des médailles. Émilie? Toujours la voix de la raison. Proposa, invitons-la. La vérité mérite un visage. Camille hocha la tête, elle hésite. Elle a lu les articles. Elle sait pour l'homosexualité de Pierre. Ça la terrifie et ça l'attire. Les semaines suivantes furent un balai délicat de mais et d'appel. Élise. Une femme élancée aux lunettes à monture fine et au sourire timide. Accepta enfin de venir. Elle débarqua un dimanche de Pâques, portant un panier de calissons et un album photo jauni. Je ne sais pas si je suis une Moreau ou une ombre, confia-t-elle en s'asseyant. Ses yeux scrutant Julien et Alexandre comme pour y déceler des traits familiaux. La ressemblance était frappante, la même courbe du menton. La même lueur intense dans le regard. Le dîner se déroula dans une atmosphère chargée. Les plats provençaux agneau rôti aux herbes. Tapenade maison au servant de prétexte à des silences lourds. Élise raconta son enfance, une mère aimante mais secrète. Des études brillantes à la fac d'Aix. Une vie rangée avec un mari décédé et 2 enfants adolescents. Marie m'a élevé en me disant que mon père était un marin parti en mer. Mais sur son lit de mort, elle a avoué, ton père t'aimait. Mais il ne pouvait pas être là. Cherche-le dans les ponts de Lyon. J'ai trouvé les articles sur Pierre. Et vous? Alexandre, touché par sa vulnérabilité, partagea sa propre histoire, l'irruption au mariage. La découverte de Julien comme frère. Le pardon envers Pierre. Il nous a tous aimés. À sa façon tordue. Hétéro. Homo. Fraternel, l'amour ne se compartimente pas. Julien. Plus réservé. Ajouta, rejoins-nous. Élise. On est une famille recomposée. Bancale mais vraie. Le lien se noua lentement. Élise resta 1 mois. Aidant à l'organisation du festival l'année suivante. Ses enfants? Des jumeaux de 16 ans nommés Lucas et Marie. Apportèrent une bouffée de jeunesse, Lucas, un ado gothique passionné de guitare, composa une ballade sur Pierre et Laurent, Marie, curieuse et espiègle, interviewa Sophie pour un projet scolaire sur les familles LGBTQ+. Émilie, maternelle instinctive, les choya. Et bientôt, la maison bruissait de rire. Un contraste saisissant avec sa solitude passée. Mais le drame frappa sans prévenir. Lors d'une randonnée dans les gorges du Verdon.
Lucas glissa sur une pierre mouillée, se fracturant la jambe dans une chute spectaculaire. L'accident, amplifié par le Mistral hurlant, réveilla en Julien une peur viscérale, celle de perdre un frère de sang. Comme il avait failli perdre Alexandre. À l'hôpital d'Avignon. Tandis que les médecins plâtraient le garçon. Julien craqua, « Je ne suis pas fait pour ça. Être père. Frère. Tout à la fois. Et si j'échoue? Alexandre, à son chevet, posa une main sur son épaule, « Tu n'échoues pas. Regarde Élise, elle tremble autant que toi. » C'est ça. La famille, trébuchait ensemble. Élise, les yeux humides, embrassa son front, « Merci d'exister. Frère. Sans vous, j'aurais vécu dans l'ombre. » Le soir, autour d'un feu de camp improvisé dans le jardin, ils jurèrent fidélité à un pacte scellé par des verres de pastis. Sous les étoiles provençales qui semblaient approuver. Le festival, Amours enfouis, de l'année suivante fut un triomphe. Des milliers affluèrent, drag queens de Marseille, poètes queer de Paris, familles recomposées de toute la France. Élise présenta une lecture de lettres de Pierre. Sa voix chevrotante touchant les cœurs. Julien et Alexandre, côte à côte sur scène, annoncèrent la création d'une bourse Laurent Pierre pour jeunes artistes LGBTQ+. Émilie, radieuse dans une robe fluide, conclut, « L'amour enfoui n'est pas mort, il attend juste qu'on le déterre. » Pourtant, au milieu des applaudissements, Camille murmura à Alexandre, « Il y a une dernière lettre. De Marie à Pierre. Elle parle d'un autre secret, un jumeau d'Élise. Abandonné à la naissance. » Le cycle des révélations recommençait. Mais cette fois, armés de courage, ils étaient prêts à plonger plus profond. Le secret du jumeau d'Élise émergea comme une racine tenace, s'enfouissant plus profond dans le sol familial déjà labouré par tant de vérité. La lettre de Marie, jaunie et pliée avec soin dans une boîte à chaussures, décrivait une grossesse gémellaire ignorée, en 1983. Face à la pression sociale, Pierre avait convaincu Marie d'abandonner le second enfant à une adoption anonyme, craignant un scandale supplémentaire après la mort de Laurent. « Je l'ai appelé Victor en secret, » écrivait-elle. Mais il a été placé dans une famille d'Alsace. Trouve-le, Pierre, avant qu'il ne soit trop tard. Élise, apprenant cela lors d'un thé dominical. Blémy, un frère jumeau? Ma vie est un roman de Dumas. La quête les mena à Strasbourg, ville de cathédrale gothique et de vin blanc sec, où l'hiver mordait les doigts comme un reproche. Alexandre, Julien et Élise louèrent une chambre d'hôte près de la Petite France. Ses canaux gelés reflétant les lumières tamisées des brasseries. Avec l'aide de Camille, qui avait contacté des agences d'adoption via ses réseaux provençaux, ils obtinrent un nom, Victor Klein. 40 ans. Horloger à Colmar. Marié à une Allemande nommée Greta. Père de 3 filles. La rencontre fut orchestrée avec tact, un café dans une pâtisserie alsacienne embaumant la cannelle et le bredel. Victor arriva. Un homme trapu aux cheveux poivre et sel, aux yeux verts identiques à ceux d'Élise, une gémellité évidente qui fit monter les larmes. « Je cherche mes origines depuis des années, » confia-t-il. Sa voix teutonne adoucie par l'accent français. « Ma mère adoptive m'a dit sur son lit de mort, ton vrai père était un bâtisseur de rêves. J'ai pensé à un conte. » Quand Élise révéla la vérité, Victor se figea. Puis rirent un rire libérateur, cascadant comme la Moselle en crue.
Une famille française cachée? C'est mieux qu'un conte. Il embrassa sa sœur. Serra Julien et Alexandre dans ses bras massifs. Greta, pragmatique et chaleureuse, invita tout le monde chez eux, une maison à colombage à Colmar, décorée de horloges tic-tac et de bretzel maison. Les filles de Victor Anna. 12 ans. Violoniste prodige, Léna. 10 ans. Amoureuse des chevaux, et petite Sophie. 6 ans. Collectionneuse de cailloux adoptèrent instantanément la troupe. Posant 1000 questions sur Paris et les papis secrets. L'intégration fut un feu d'artifice culturel, dîner fusion franco-alsacien. Chasse aux œufs de Pâques dans les vignobles. Soirée où Victor réparait les vieilles horloges de la maison de Gordes envoyées par courrier. Mais sous la joie, des ombres planaient. Victor, élevé dans une famille conservatrice luthérienne, luttait avec l'héritage queer de Pierre, mon père était gay. Et moi, hétéro pur jus. Avec 3 filles? Ça me fait douter de tout. Julien, empathique, partagea ses propres tourments bisexuels, c'est pas une malédiction. Victor, c'est une palette. Papa nous a tous peints avec les mêmes couleurs. Juste des nuances différentes. Émilie, qui avait rejoint le voyage, organisa une retraite familiale à Ricvire, village de contes de fées. Là, autour d'un feu de cheminée dans une cave à vin, ils confrontèrent les peurs. Élise avoua sa peur d'être, la sœur hétéro-ordinaire, dans cette mosaïque arc-en-ciel. Alexandre confessa son regret d'avoir peut-être aimé Julien romantiquement par confusion fraternelle. Julien admit sa bisexualité refoulée. Flirtant maintenant avec un barista marseillais nommé Théo lors de ses voyages d'affaires. La thérapie collective. Guidé par un psychologue strasbourgeois spécialiste des familles adoptives. Dénoua les nœuds. Vous êtes un arbre aux racines multiples, dit-il. Pierre était le tronc. Laurent les branches, laissez-les grandir sans les couper. Victor, guéri, offrit à chacun une montre personnalisée, pour Julien. Gravé, frère de cœur, pour Alexandre. Gardien des secrets, pour Élise. Jumeau éternel. De retour à Gordes. Le festival s'enrichit d'un volet alsacien. Victor présenta une installation d'horloge symbolisant le temps perdu. Tic-tac des amours enfouis. Les médias s'emballèrent, la saga Moreau, de Paris à l'Alsace. Un amour familial sans frontières. Mais la célébrité attira des vautours, un producteur hollywoodien proposa un biopic. Tentant, ça pourrait être le prochain Call Me By Your Name. Mais avec plus de twist. Julien refusa net, notre histoire n'est pas un spectacle. C'est une vie. Alexandre, plus nuancé, accepta une docu-série française modeste. Diffusée sur France 5. Où ils narrèrent eux-mêmes les chapitres. Émilie, productrice associée, veilla à l'authenticité, pas de glamour hollywoodien. Juste des visages vrais. Des larmes réelles. Un soir d'été. Alors que les cigales chantaient leur hymne. Théo, le barista aux tatouages floraux et au sourire espiègle, invita Julien à un concert de jazz à Aix. Leur premier baiser. Sous les platanes de la cour Mirabeau. Fut un feu d'artifice, tendre, passionné. Libéré des chaînes du passé. Alexandre, témoin discret depuis la terrasse de la maison. Sourit, enfin. Frère. Vol. Émilie, de son côté, entama une romance inattendue avec une sculptrice italienne rencontrée au festival. Francesca. Aux courbes généreuses et aux rires tonitruants. L'amour arrive quand on arrête de creuser.
confia-t-elle à Alexandre lors d'une promenade dans les lavandes. Élise et Victor, stabilisés, planifièrent un Noël alsacien pour toute la tribu. Mais un appel nocturne brisa l'idylle. Sophie, la petite de 6 ans, avait disparu lors d'une sortie scolaire à la frontière suisse. Victor, paniqué, hurla dans le téléphone, « C'est un enlèvement ? Ou pire, lié à nos secrets ?» La famille se mobilisa. Un réseau transfrontalier de recherche, rappelant que les liens de sang et d'amour défiaient les distances. La disparition de Sophie fut un coup de tonnerre dans le ciel clair de leur bonheur naissant. Victor, fou d'angoisse, traversa la frontière en trombe, suivi par Julien et Alexandre dans un TGV bondé. Strasbourg bruissait de rumeurs, la petite, avec ses couettes blondes et son sac à dos en forme de licorne, avait été vue pour la dernière fois près du Rhin, lors d'une sortie éducative sur les oiseaux migrateurs. La police alsacienne, efficace mais froide, suspecta une fugue. Sophie, rêveuse, avait parlé de « chercher un trésor comme dans les histoires de Tonton Pierre ». Émilie et Élise restèrent à Colmar, coordonnant les appels. Greta, effondrée, alternait crise de larmes et détermination farouche. « Ma fille est forte, comme son père », murmurait-elle, serrant une peluche usée. Camille arriva de Provence avec des cartes astrologiques, les Gémeaux protègent les leurs. Tandis que Théo, solidaire, annula ses shifts pour placarder des avis de recherche dans les cafés marseillais, reliant les communautés queer à la cause. La piste mena à Bâle, Suisse, où un témoin oculaire, un boulanger suisse-allemand, reconnut Sophie sur une photo floue. Elle cherchait un pont. La petite. Pour papa. Qui construit des rêves, disait-elle. Le cœur de Julien se serra, l'écho des ponts de pierre, transmis comme un fil d'Ariane à travers les générations. Ils fouillèrent la ville rhénane, ses fontaines baroques et ses musées d'art moderne, interrogeant passants et enfants. Alexandre, épuisé mais résolu, murmura à Julien, « C'est comme nous au début au perdu. Mais guidé par l'amour. On la trouvera. » La nuit tomba, lourde de crainte. Dans un hôtel modeste près de la cathédrale, Victor craqua, « Si je perds Sophie, je perds tout. Elle est ma lumière dans ce chaos familial. » Julien l'étreignit, « On est ta famille maintenant. Et on ne lâche pas. » Au lever du jour, un coup de fil, Sophie avait été retrouvée saine et sauve, endormie dans un parc près d'un modèle réduit de pont. Dessin à la main, un chef-d'œuvre enfantin inspiré des histoires de son grand-père inconnu. Les retrouvailles furent un torrent d'émotions, Victor soulevant sa fille, larmes et rires mêlés, Greta couvrant son visage de baisers. Sophie, éveillée et penaude, expliqua, « Je voulais construire un pont pour relier tout le monde. Comme dans les contes de tonton Alex. » La famille entière, réunie à Colmar, transforma l'incident en leçon, une chasse au trésor familial, annuelle, où les enfants pistaient des indices sur Pierre et Laurent, apprenant l'histoire sans ses ombres. Ce drame resserra les liens. Victor déménagea partiellement à Gordes, ouvrant un atelier d'horlogerie dans le village, réparant non seulement des mécanismes mais des cœurs brisés. Élise publia un roman semi-autobiographique, Jumeaux du secret, best-seller qui toucha des milliers, plaidant pour les adoptions ouvertes et les coming-out familiaux. Julien et Théo officialisèrent leur relation lors d'une cérémonie civile à Marseille. Un mariage arc-en-ciel sur la plage du Prado, où Alexandre fut témoin.
prononçant un discours larmoyant, « Frère, tu as trouvé ton port. Et moi, je suis fier d'être ton ancre. » Émilie et Francesca adoptèrent un chien errant, symbole de leur amour nomade, et lancèrent une ligne de bijoux inspirés des cadenas du Pont des Arts, Amour libéré. Le festival s'internationalisa, attirant des délégations d'Allemagne et d'Italie. Un pont vivant entre cultures. Pourtant, un nouveau chapitre s'ouvrit avec douceur. Lors d'une visite à Lyon, Alexandre rencontra un historien nommé Luc. Un homme de 30 ans aux boucles brunées à la passion pour les archives LGBTQ+ du XXe siècle. Leur flirt naquit dans les sous-sols de la bibliothèque municipale, entouré de dossiers jaunis sur les mouvements gays des années 70. « Tu ressembles à ces amants enfouis que j'étudie, » dit Luc, ses yeux pétillants. Alexandre, guéri de son amour impossible pour Julien, se laissa emporter, un premier dîner au bord de la Saône. Une nuit passionnée dans un loft du Vieux-Lyon. Julien, ravi, taquina son frère, à ton tour de creuser un nouveau jardin. Mais le bonheur fut tempéré par une nouvelle, Élise était enceinte. Fruit d'une relation passée. Et craignait les jugements familiaux élargis. Et si l'enfant hérite des secrets, s'inquiétait-elle. La famille se mobilisa, une baby shower provençale. Des conseils de Victor sur la paternité. Des lectures de contes queer par Émilie. L'accouchement. Dans une clinique d'Avignon. Fut un miracle, un garçon nommé Laurent Victor. Aux yeux verts et aux cris vigoureux. Au chevet. Pierre veillait en esprit. Son legs enfin complet une lignée d'amour divers. Unis contre les tempêtes. La naissance de Laurent Victor infusa la famille d'une joie palpable. Comme un rayon de soleil perçant les nuages provençaux. Élise, rayonnante malgré la fatigue, berça son fils dans la nurserie de Gordes, décorée de mobiles d'horloges minuscules offerts par Victor. Il a les mains de pierre, murmura-t-elle, admirant les doigts potelés. Julien, oncle comblé, le porta fièrement lors d'un barbecue familial, où Théo grillait des merguez avec l'enthousiasme d'un Marseillais pur jus. Alexandre, parrain désigné, composa une berceuse sur son ordinateur, d'or. Petit pont entre les mondes. Sous les étoiles de nos amours. Luc, désormais compagnon d'Alexandre, s'intégra avec grâce, apportant des livres d'histoire queer pour l'éveiller. Leur relation, solide et sensuelle, fleurissait dans les margins de la vie familiale, escapade à Paris pour des expos au centre Pompidou. Nuit où Luc récitait des poèmes de Verlaine nus sous les draps. Tu m'as libéré de mes propres ombres, confia Alexandre lors d'une promenade au pont du Gard. Main dans la main. Émilie et Francesca, inspirés par le bébé, accélérèrent leur projet d'adoption, une petite fille italienne nommée Rosa. 4 ans. Aux boucles noires et aux rires contagieux. La paperasse transfrontalière fut un labyrinthe. Mais leur amour triompha. Scellé par une fête au bord de la Méditerranée, où Rosa lança des pétales dans les vagues. Victor et Greta, stabilisés, élargirent leur atelier, une ligne d'horloge, famille enfouie. Chaque cadran gravé d'une citation de Laurent. Sophie, grandit, écrivit une nouvelle pour l'école sur « Ma grande famille cachée », remportant un prix régional. Anna et Léna, adolescentes maintenant, explorèrent leur identité. Anna fit son coming out lesbien lors du festival, soutenu par une communauté tissée de liens moraux du Val. Le festival, Amours enfouis, devint un pilier culturel.
Subventionné par l'État français pour son impact sur l'éducation LGBTQ+. Une édition spéciale à Lyon. Sur les traces de Pierre. Attira des milliers, performance théâtrale recréant les nuits secrètes de 1975. Atelier sur l'histoire gay en province. Julien. Keynote speaker. Déclara, mon père a construit des ponts de pierre, nous. Des ponts de vérité. Mais la KCH-TIN ressurgit sous forme inattendue. Une recherche ADN amateur. Lancée par Anna Curieuse. Révéla un cousin éloigné, un certain Raoul. Descendant d'un autre amant de Laurent. Un danseur parisien des années 60. Raoul. 50 ans. Galeriste à Berlin. Contacta la famille, j'ai des toiles de Laurent qui pourraient être vôtres. Mais il y a un prix, une collaboration pour une expo sur l'art queer exilé. L'expo à Berlin fut un vortex d'émotions, sous les néons du Berghain reconverti en galerie. Les œuvres de Laurent côtoyaient celles de Raoul. Un dialogue posthume. Lors du vernissage. Entouré de draps berlinois et d'intellectuels. Alexandre et Julien portèrent un toast, à Laurent. À Pierre. Aux amours qui voyagent. Raoul. Ému. Confia, mon grand-père parlait de lui comme d'un dieu. Vous avez ramené les dieux à la vie. De retour. Une crise frappa, Théo. Diagnostiqué VIH+ lors d'un check-up routine. Sombra dans la peur. Julien. Solide. L'accompagna aux consultations à la PHP de Paris. Rappelant, on a survécu à pire. Les pilules sont des ponts. Pas des chaînes. La famille enveloppa Théo, Émilie organisa des dons pour aide. Élise écrivit un chapitre sur la santé queer dans son roman. Victor fabriqua une horloge, temps de guérison. Alexandre. Avec Luc. Lança un podcast, Secret déterré. Interview de famille LGBTQ+ mondiale. Un épisode sur les jumeaux perdus toucha des millions. Inspirant des retrouvailles globales. Émilie et Francesca. Parents comblés. Publièrent un album photo, Racine arc-en-ciel. Best-seller illustré par Rosa. Un automne doux. Lors d'une récolte de lavande. Laurent Victor. Âgé de 6 mois. Gazouilla son premier mot, frais. La famille rit. Un cercle parfait autour de lui. Mais un mail anonyme arriva, le vrai secret de Pierre n'est pas fini. Il y a un testament caché à Rome. L'appel de l'inconnu persistait. Mais maintenant. Il l'affrontait uni. Cœur battant en cœur. Le testament caché à Rome s'avéra être le Graal d'un passé labyrinthique. Un document rédigé par Pierre en 1990. Lors d'un voyage secret en Italie à un pèlerinage pour Laurent. Mort 5 ans plus tôt. Julien. Alexandre et Luc prirent un vol pour Fiumicino. Atterrissant sous un ciel romain azur. Où les fontaines chantaient des hymnes à l'amour éternel. Élise et Victor les rejoignirent avec les enfants. Transformant la quête en odyssée familiale, Émilie et Francesca. Avec Rosa. Fermèrent la marche. Un convoi improbable de chœurs queer traversant l'Europe. La piste mena aux archives vaticanes. Ironie suprême, Pierre. Athée convaincu. Avait confié le papier à un prêtre ami. Un jésuite progressiste nommé Padre Giovanni. Qui avait lutté pour la décriminalisation gay en Italie. Après des jours de négociations bureaucratiques, café serré et messe matinale. Ils obtinrent l'accès. Le testament. Scellé d'un cachet de cire rouge. Décrivait non des biens. Mais des regrets, à mon fils Julien. Le fruit de mon plus grand amour avec Laurent. Je lègue la liberté d'aimer sans chaîne.
à Alexandre. Mon aîné caché. La force de pardonner mes silences. Et si d'autres enfants émergent? Qu'ils sachent, vous êtes tous mes ponts vers l'infini. Des larmes coulèrent sur le vélin ancien. Pierre avouait aussi une donation secrète, une villa sur les collines de Toscane. Achetée pour Laurent comme refuge imaginaire. Allez-y. Vivez là pour nous, écrivait-il. La famille, émue, prolongea le séjour, un road trip vers la villa près de Sienne. Ses vignes dorées et ses cyprès sentinelles. Là, ils organisèrent un rituel païen vin Chianti, toast aux absents. Danse sous les étoiles où Rosa et Sophie inventèrent des contes de fées queer. Théo, remis et militant, filma le tout pour un docu viral, Pont de Pierre. Vu par des millions. Boostant le festival à un niveau européen. Raoul, de Berlin, collabora à une expo itinérante. Reliant Rome à Paris via Berlin. De retour, Lévi s'épanouirent. Julien et Théo adoptèrent un chiot provençal. Prénommés Laurent, Alexandre et Luc publièrent un livre d'histoire familiale. Enfoui et libéré. Élise, mère accomplie, lança un club de lecture queer pour maman, Victor et Greta étendirent leur affaire à Rome. Horloge pontificale. Émilie et Francesca se marièrent à Gordes. Une cérémonie provençale avec Rosa portant les alliances. Entouré de la tribu élargie. Alexandre prononça, vos anneaux sont des ponts. Comme ceux de Pierre. Solides. Arqués sur l'amour. Un défi final surgit, un procès intenté par des descendants d'Antoine. L'oncle chantageur. Réclamant une part de l'héritage Villa. Les avocats bataillèrent à Lyon. Mais la famille, unie, témoigna, histoire d'amour. De secrets déterrés. De liens forgés dans l'adversité. Le juge, touché, trancha en leur faveur, la famille n'est pas du sang, mais du cœur. La victoire fut fêtée par un feu d'artifice sur la Saône. Lumière dansant comme des âmes libérées. Laurent Victor, Todley espiègle, lança son premier caillou dans l'eau, pour Papa Pierre. Les années s'écoulèrent comme la Seine inexorable. Polissant les pierres du passé en joyaux lisses. À 38 ans. Alexandre, grisonnant aux tempes, dirigeait le centre des amours enfouis à Paris. Un hub pour thérapie et art queer. Où Luc enseignait l'histoire des invisibles. Leur maison dans le Marais. Un ancien couvent reconverti. Abritait des ateliers et des dîners bruyants avec la famille élargie. Julien et Théo. Parents d'un fils adopté nommé Enzo. 5 ans. Vivaient à Marseille. Où Julien pilotait des projets éoliens en mer des Pont Vert, pour l'avenir. Théo tenait un café queer. Le refuge arc-en-ciel. Repère de militants et d'artistes. Élise. Romancière acclamée. Élevait Laurent Victor et sa petite sœur Marie. Dans une ferme bio près d'Avignon. Écrivant des sagas familiales qui inspiraient des générations. Victor et Greta géraient une chaîne d'ateliers horlogers de Colmar à Rome. Leur fille Anna et Léna maintenant jeunes femmes militant pour les droits trans et lesbiennes. Sophie, adolescente rebelle, composait des chansons folk sur les secrets familiaux. Émilie et Francesca, avec Rosa ado, voyageaient le monde pour des expos. Leur amour un phare pour les familles arc-en-ciel. Le festival, annuel et grandiose, culminait chaque été à Gordes, une marée humaine de 10 000 âmes. Pride provençal mêlant musique, théâtre et témoignages. Lors de l'édition du 20e anniversaire,
La famille Moreau-Duval-Laurent se réunit sur scène, Alexandre. Micro en main. Conclu, nous avons empêché un mariage pour révéler un secret. Mais nous avons gagné une symphonie d'amour. Père. Laurent. Vous nous avez appris, l'amour enfoui renaît plus fort? Plus vrai. La foule rugit. Feu d'artifice illuminant le Luberon. Julien embrassa Théo, Élise serra ses enfants, Victor leva sa montre au ciel. Alexandre. Les yeux sur Luc. Le voyage continuait. Ponts infinis vers des horizons d'acceptation. Dans le calme post-festival. Assis sur la terrasse de la maison originelle. Ils burent un dernier rosé. À la famille. Tranquille. Et sous les étoiles. Pierre et Laurent sourirent. Secret enfin en paix.